un agroéconomiste et un juriste. Donc, tout à l'heure, on verra, c'est l'une des questions qui va être posée. Au terme de la mission de cette équipe, quelle composition souhaitez-vous que l'observatoire ait en termes d'effectifs, en termes de membres, voilà, de profil? Voilà, c'est une question à laquelle il faudra répondre. Le statut du personnel de l'observatoire. L'équipe actuelle est une mission voilà, c'est une mission qui est financée par l'Union européenne. Mais dans le cadre de l'observatoire qui va fonctionner, qui va être mis en place à partir du mois de janvier ou après le mois de janvier, il est important que le personnel soit un personnel qui ait un contrat de droit privé, qu'il ne soit pas un personnel qui dépend de l'administration. Voilà. C'est important que ce personnel-là soit soumis à des règles de droit privé, de sorte que si les objectifs qui lui sont assignés ne sont pas atteints, ce personnel puisse être mis fin au contrat de ce personnel. C'est très important. Donc, ce personnel va être soumis à des règles de droit privé. Le profil de ce personnel, tel que nous l'entrevoyons aujourd'hui, sera composé d'un économiste, d'un agroéconomiste, d'un informaticien et d'une secrétaire ou une opératrice de saisie. Voilà, ça c'est l'observatoire tel qu'on la voit à partir du mois de février. Maintenant, nous aurons besoin de vos avis sur la composition de cette équipe, de savoir si cette composition est idéale ou s'il faut rajouter d'autres compétences. En tant que personnel soumis à un contrat de droit privé, ce personnel va être évalué. Donc, dans le manuel de procédure, les règles d'évaluation de ce personnel sont indiquées. Ce personnel va être évalué par le directeur et qui lui-même va être évalué par la structure de tutelle. On verra un peu plus loin à quelle tutelle l'observatoire sera rattaché. Il est également prévu dans ce manuel les règles qui concernent les missions et voyages de l'observatoire. Et puis, il est également prévu des dispositions qui concernent les horaires de travail de l'observatoire. S'agissant des procédures d'exécution des activités, je vous ai indiqué que la mission première de l'observatoire, c'est de collecter des informations. Donc, il y a toute une procédure qui est décrite dans le manuel qui concerne la collecte des informations aux données. Ça a été également indiqué ce matin. Ces règles reposent sur des codes d'accès qui vont permettre chacun, suivant son niveau d'accès, de pouvoir obtenir des informations particulières. Alors, on a prévu dans ces règles que pour garantir ou en tout cas pour rassurer les fournisseurs d'informations, on a prévu une disposition selon laquelle si le fournisseur d'informations estime que cette information ne doit pas être portée à la connaissance de tout le monde, il doit absolument le spécifier et également indiquer la liste des personnes qui ne devraient pas avoir accès à ces informations. C'est important parce qu'on ne peut pas restreindre l'accès de l'information de façon absolue. Donc il faut indiquer les catégories des personnes qui, du point de vue du fournisseur d'informations, ne devraient pas avoir accès à ces informations. Nous sommes dans les thèmes 4 et 5 qui concernent spécifiquement
pratiquement le fonctionnement de l'Observatoire. Ensuite, on parlera de son financement, de son ancrage, du statut. Mais je voudrais profiter de la tribune qui m'ont faite pour vous dire que dans tout le schéma que vous voyez, présenté par le juriste garant des procédures qui doivent guider notre prochain observatoire pérenne, c'est le cahier de charge que nous avons demandé à leur mission. Nous avons demandé à la mission ponctuelle financée par l'Union européenne de permettre à un outil d'avoir un début de démarrage, d'avoir des activités et de nous présenter un programme d'activité futur avec un personnel pour permettre à tous, quand je dis tous, je parle de tous les acteurs, de comprendre l'utilité d'un tel outil, tant bien que mal de remplir. C'est pourquoi Mme Terpan, qui est la chef de mission, a présenté l'observatoire et les publications de l'observatoire. M. Seri, qui est l'agroéconomiste, a présenté l'outil informatique qui serait l'élément de base du stockage de toutes les données de l'observatoire, afin que chacun puisse aller sur ce serveur, s'informer au mieux. Et puis, le juriste en la matière nous a parlé des procédures qui devraient guider l'équipe future qui devrait animer cet outil. Étant entendu que leur mission a une fin et que, quelle que soit la combinaison, il faut une équipe pérenne. Et je crois que l'élément de base qu'ils nous proposent en fonction de la réflexion, c'est d'avoir un personnel de statut privé qui puisse être jugé, qui puisse être évalué et qu'on leur assigne des missions par an et que chaque année on puisse dire s'il continue ou pas. Voilà un peu l'enjeu de son intervention au niveau de la vision future d'un observatoire qui devrait pérenniser tous ses acquis. Et vous verrez que dans notre projection telle que conçue au départ, il devrait avoir, et je pense qu'on le verra peut-être avant la fin de l'année, un comité de coordination et de suivi de la politique sucrière. Étant donné qu'il a été constaté que le sucre touche tellement de sensibilité et que le ministère de l'Agriculture seul n'est pas le seul acteur qui est sensible au programme du sucre. Vous avez l'économie à des enjeux de fiscalité, vous avez le plan à des enjeux d'aménagement territorial, puisque des zones qui ont été choisies ont été faites dans un esprit bien précis. Vous avez l'industrie, donc le ministère de l'Industrie est impliqué. Vous avez le commerce, il y a des problèmes de commercialisation, de vente, de consommateurs. Et donc, environ 5 ministères sont impliqués de façon permanente, sans ignorer le ministère de l'intégration régionale, puisque les politiques sous-régionales impactent notre dimensionnement de l'évolution de la filière sucrière, sans oublier le ministère de l'Environnement et du Développement durable, puisque l'action des industriels a un impact sur l'environnement, et puis tous les aspects qui concernent le tarif extérieur commun, la politique commune de la CEDEAO, la politique agricole de l'UEMOA, qui sont des débats qui concernent ce produit essentiel pour toute la sous-région. La sous-région reste déficitaire à plus de 50% quand je compare ses besoins de consommation et sa production. L'UEMOA, je dirais, avec Côte d'Ivoire comme leader, autour de 200 000 tonnes, le Burkina avec 35 000 tonnes, le Mali avec cette soixantaine de tonnes, le Sénégal avec peu, on a au total une consommation moyenne, avec une production moyenne locale, UEMOA, autour de 300 000 tonnes pour un plaisir de 600 000 tonnes. Donc il y a un déficit à combler.
Et pour nous, la Côte d'Ivoire, dans toutes les instances où nous avons été présents, nous avons voulu que tous nos pays voisins comprennent que l'enjeu de taille serait d'avoir une industrie locale qui part des plantations, puisque l'agriculture reste le seul moyen de créer de l'emploi en termes de nombre d'emplois créés. Sinon, l'industriel, il a besoin d'automatiser et à 3 personnes, il peut produire des centaines de tonnes. Et quand on veut résoudre le problème de chômage chez nous, il faut que l'agriculture soit là pour créer l'emploi et que nos valeurs naturelles soient valorisées pour que dans la sous-région, on puisse, un temps soit peu, satisfaire à 80% nos besoins. Donc c'est la politique que nous défendons et nous la défendons dans la politique commune de la CEDEAO, dans la politique de l'UEMOA. C'est pourquoi, pour parler de l'Observatoire du sucre ivoirien, on est obligé d'attaquer tout ce qui se passe dans la sous-région. Et la mission aussi présente a une mission au Burkina, au Mali, où ils ont rapporté des informations sur leur politique sucrière en termes de couper la poire en deux entre la production locale et les importations pour maîtriser qui sont totalement dédiés aux structures productrices nationales. Donc il y a ces schémas, il y a cet environnement qu'il faut présenter, qu'il faut expliquer et il faut décider. Voilà où nous en sommes. Les procédures, M. Kwame fait son rôle. Il va en écrire autant que nous voulons, en fonction de ce que nous voulons. Donc il nous appartient de donner des orientations, parce qu'après ça, lorsqu'on a créé le cadre juridique qui peut guider un outil utile pour nous, si nous le jugeons, nous pouvons maintenant parler du financement de cet outil. J'ai entendu dire que l'Observatoire était soumis à une restriction de l'information. Peut-être que j'ai mal compris, mais je me dis que l'Observatoire ne devrait pas être soumis à une restriction de l'information, parce que aussi c'est ça la transparence que nous recherchons. Ensuite, ma préoccupation est la suivante. Vu la mission, la taille de la mission qui est assignée à l'Observatoire, je trouve le personnel insuffisant. Moi, je proposerais que chaque groupe d'acteurs, à savoir les industriels, les consommateurs, qu'il y ait un représentant pour étoffer ce personnel-là. Ensuite, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il existe d'autres observatoires dans les pays limitrophes? Et si c'est le cas, je voudrais qu'il y ait une synergie entre ces différents observatoires. Je vous remercie. Indépendant vis-à-vis des acteurs du sucre ou bien indépendant vis-à-vis de l'administration. Alors, concernant la composition de l'équipe, bon, la première équipe qui a travaillé, elle était composée de 3 personnes. Et aujourd'hui, on parle d'une 4e personne. Je crois une opérative de saisie, c'est ça. Hein? Ça veut dire que on a ajouté la 4e personne par rapport aux éléments qu'on aura à traiter. Est-ce que ce seront des éléments qui vont venir sous forme électronique magnétique ou bien sous forme de support papier qu'on va devoir saisir? C'est ça. Alors, j'ai dit que moi, ça c'est une très bonne chose, parce que vous avez vu tous les aspects du problème. Deuxième préoccupation, quand vous parlez de code d'accès, c'est très technique. Ça veut dire qu'il va falloir définir une hiérarchisation des personnes qui vont avoir accès à la base de données. Il y a des gestionnaires et il y a les utilisateurs. Et au niveau des utilisateurs, il y a une hiérarchisation des utilisateurs. Au niveau des gestionnaires, pas de problème. Ils seront chargés de faire la mise à jour des données qui sont dans le serveur. Pas de problème. Au niveau disons, le deuxième niveau, il y a les utilisateurs et à l'intérieur de ce groupe-là, il y a ceux certainement qui sont appelés à faire des mises à jour au niveau de la base, je suppose. Bien, donc ça veut dire que ce sont des simples des personnes
qui vont interroger, avoir des informations et puis travailler. Alors, au niveau des gestionnaires, qui sont les personnes qui seront habilitées à interroger la base de données et à procéder à des modifications? C'est vrai que le nombre de personnes qui travailleraient à l'Observatoire, ça me paraît vraiment très insuffisant, à moins qu'on ait prévu du personnel intérimaire pour mener des enquêtes sur le terrain éventuellement, ou bien pour apporter un appui au moment où il y aurait un surcroît de travail. Sinon, ça me paraît vraiment très insuffisant. Je suppose que c'est l'informaticien qui serait chargé de mettre à jour les données, c'est normalement son rôle. Et opératrice de saisie, oui, parce que même si c'est sur l'informatique, il faut saisir les données avant de les mettre dans l'ordinateur, dans tous les cas, donc c'est important. Il faudrait une opératrice de saisie qui ne fasse pas de faute, c'est-à-dire que ça ne serait pas une simple dactylo. Il faut quelqu'un de plus, à mon avis, de plus compétent, qui ait quand même des compétences beaucoup plus importantes que de la simple dactylographie. C'est un coût également. Et c'est à ce niveau-là que mon inquiétude se situe. Parce que nous avons en Côte d'Ivoire et ailleurs plein de structures, de très bonnes structures qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal, précisément parce que le financement n'est pas suffisant. Le maire de Niakara a posé le problème du personnel qu'il trouve un peu insuffisant. Et dans l'exposé, il a cru entendre que l'Observatoire devrait faire une restriction d'information. Donc c'est une précision qu'il voulait avoir. Est-ce vraiment ce qui est dit ou c'est malentendu? Il a voulu, comme proposition, que chaque représentant des acteurs essentiels soit présent dans l'Observatoire pour étoffer l'équipe. Et puis, s'il y avait d'autres expériences d'observatoire ailleurs, rien n'est dit sur ça et comment s'inspirer de ça pour mieux dimensionner l'observatoire du sucre. Il y a une sorte d'observatoire au Burkina, mais ça reste vraiment un organe qui a appelé observatoire, cet observatoire. Le Burkina n'est pas dans le même chemin que la Côte d'Ivoire. Le Burkina n'est pas autosuffisant en matière de production sucrière. Si on a parlé un peu, merci l'indépendance, vous avez dit tout ça. En fait, il y va de la crédibilité même de l'observatoire. Si nous voulons que l'observatoire soit ce canal par lequel tout le monde passe pour avoir accès à des informations fiables, il faut qu'on soit indépendant. Bien sûr, on a compris l'utilité de l'observatoire pour l'administration, mais aussi pour les autres acteurs. Voilà. Et donc, ces acteurs doivent aussi jouer le jeu, donc permettre à l'observatoire d'être indépendant. Mais comme on a dit, l'indépendance passe non seulement par le contrôle de la ligne éditoriale, du contrôle scientifique des informations, mais passe également par le financement. Voilà. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Alors, donc, comme je vous le disais, le contexte de la mission d'assistance technique, c'était effectivement d'appuyer le Minagri et la CAPS pour officialiser l'Observatoire du sucre et parachever donc les aspects structurels de la création de cet observatoire. Pour atteindre cet objectif, 3 éléments sont à décider par les acteurs que vous êtes et à mettre en œuvre ensuite par l'Observatoire. Donc on devra regarder le financement, le statut juridique et l'ancrage institutionnel. Concernant le financement de l'Observatoire, donc actuellement l'Observatoire est financé par l'Union européenne, on l'a dit plusieurs fois depuis ce matin. Le financement actuel a une durée de 1 an, c'est financé sur un financement qui s'appelle l'AFT 2009 et ce financement s'achève le 24 janvier 2014, c'est-à-dire d'ici quelques mois. Maintenant, quelles sont les pistes possibles pour ces financements? Qu'est-ce qu'on peut vous soumettre comme type de financement par les acteurs? Nous avons 2 options à vous proposer. Le financement grâce à une taxe sur le sucre. Et l'autre option, c'est un financement avec une contribution directe par les acteurs de la filière.
Le financement par une taxe sur le sucre. Tout d'abord, avant de parler de financement de l'observatoire, il faut savoir qu'est-ce que coûte un observatoire, qu'est-ce que va coûter cet observatoire lorsqu'il sera en pleine situation de fonctionnement. L'estimation qu'on peut en faire est d'à peu près entre 100 et 150 millions de francs CFA par an. 100 millions, c'est à peu près entre 100 et 110 millions à peu près en situation d'activité normale. Et 150 millions la première année avec tous les investissements qui sont à faire lors d'une première année d'activité. Il y a du matériel à acheter, il y a des choses comme ça. Donc c'est un petit peu plus élevé pour la première année. Mais par la suite, c'est de l'ordre de 100 à 110 millions par an pour financer le personnel et les activités de l'observatoire. Déjà, on pose une base. C'est quel est le budget nécessaire pour faire fonctionner l'observatoire. Maintenant, si on part sur la base de la taxe, sachant qu'environ, l'idée c'est de prendre une taxe à la sortie d'usine sur le sucre, sachant qu'on produit grosso modo 188 000 tonnes de sucre par an, ça c'est la moyenne sur les 3 dernières années, pour fournir un budget qui se situe entre 100 et 150 millions, il faudrait à peu près prendre 0,75 francs par kilo pour financer l'observatoire et avoir à peu près entre 130 et 140 millions de francs CFA et générer cette somme-là. Donc l'option est soit la taxe est entièrement répercutée, c'est-à-dire cette augmentation de 0,75 francs par kilo est entièrement répercutée sur le consommateur, soit elle est, disons, non répercutée sur le consommateur, mais consommée tout au long de la filière ou prise en charge tout au long de la filière par les différents acteurs, c'est-à-dire les sucriers, les grossistes, les demi-grossistes, les distributeurs, arrivés au consommateur. Il n'y a pas d'augmentation de prix, ce sont les acteurs précédents qui financent la filière. Bon, cette dernière option est évidemment un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Maintenant, on peut se poser la question en disant 0,75 francs par kilo sur le prix, sur une estimation du prix du sucre de 700 francs par kilo, c'est vraiment une